justice, nous allons parler justice et je reçois l'avocat du diable, Jacques Vergès. Maître Vergès, bonsoir. Bonsoir. Donc vous publiez chez Michel Lafon un livre qui s'appelle Omar m'a tué, histoire d'un crime. Ça veut dire quoi, Omar m'a tué? C'est vous qui avez été tué par Omar? C'est personne. Ouais. La phrase est ridicule, elle est tragique, elle ne concerne pas Omar, et c'est pour ça que je l'ai prise. Ouais. L'histoire d'un crime, c'est l'histoire de ce qu'on a fait à Omar. Mais pourquoi Omar ne serait-il pas coupable? Omar ne serait pas coupable pour une raison simple. Le corps a été découvert le 24 juin, à 8 heures du soir. Le médecin est venu, il a constaté les signes sur le cadavre. Parmi ces signes, il y a les yeux clairs. Les yeux clairs indiquent que la mort ne remonte pas à plus de 6 heures ou 8 heures. Si nous sommes à 8 heures du soir, la mort remonte au 24 juin, lundi 24 juin. Le 28 juin, il y a eu une autopsie faite par 3 médecins. Ils ont constaté les mêmes choses. Au mois de novembre, les 3 médecins ont déposé un rapport en disant la mort remonte au 24 juin entre 11h30 et 14h. Et puis au mois de décembre, mais tout ça, ça ne collait pas parce que Omar, le 24 juin, a un alibi en béton. Il est dans sa famille à Toulon. Alors le 15 décembre, les 3 médecins disent c'est une erreur de dactylographie qu'aucun des 3 n'a vue et la mort, en fait, est antérieure de 24 heures. Seulement, ce n'est pas une erreur de dactylographie parce que si on a fixé cette date au 24 juin, c'est à partir de constatations qui, elles, ne sont pas erronées. Donc, Omar n'a pas pu tuer Madame Marshall le 24 juin parce que le 24 juin, il n'était pas là. Et il a malgré tout été condamné à 18 ans de réclusion criminelle, malgré les circonstances atténuantes en plus. Et là encore, on constate quelque chose de bizarre. Madame Marshall est une dame de 65 ans. Elle a toujours été très gentille avec Omar. Elle est tuée de 5 coups de chevron, c'est-à-dire un petit madrier sur le crâne. Ces 5 coups ont été portés avec une telle violence qu'une phalange a été coupée quand elle se protégeait, que son dentier, plutôt son bridge, a été projeté. Le meurtrier lui a porté ensuite 15 coups d'une arme blanche sur le corps, depuis le cou jusqu'à la cuisse. Le foie, le ventre, une blessure de 15 cm et les entrailles dehors. Un crime pareil ne mérite aucune circonstance atténuante. Si c'est Omar, c'est perpète. Or, on lui a donné les circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes expriment le doute des jurés. Mais dans toutes les sociétés civilisées, quand il y a un doute, on acquitte. On ne condamne pas à moitié. Donc pour vous, il n'est pas innocent jusqu'à preuve du contraire. Il est innocent. Pour moi, il est innocent. Mais qui a tué alors Madame Marshall? Alors, qui a tué? Il faut poser la question. À qui profite le crime? Madame Marshall était une veuve. Elle était séparée de son mari, Monsieur Marshall, depuis une quinzaine d'années. Elle était séparée de lui, ensuite il est mort, ils n'ont pas divorcé. Elle est milliardaire. Elle a un domicile en Suisse et la luxueuse maison de Mougins n'est que sa maison de campagne. Il y a quelqu'un à qui le crime va profiter. Nous ne savons pas qui. On n'a pas cherché dans ce milieu. C'est vrai qu'on a trouvé, on a remarqué plutôt une voiture immatriculée en Suisse, une grosse berline garée près de la maison. Oui, mais plus que ça. Le lundi 24 juin, un ouvrier tunisien qui travaille sur un chantier voisin et qui, de temps en temps, se repose et regarde un peu aux alentours, voit une voiture, Volvo immatriculée en Suisse, s'arrêter devant la maison de Madame Marshall, en descendre un homme de 35 ans environ, avec des cheveux blonds, il sonne, et une voix à l'intérieur demande qui est-ce. Et à ce moment-là, lui s'en va. Or, s'il y a une voix qui répond à l'intérieur, c'est Madame Marshall. Donc, elle est vivante le lundi matin. Et cette voiture, cet homme, on n'a pas cherché à savoir qui c'était, parce que dès le départ, on avait décidé que c'était le petit jardinier marocain. On a dit, vous le savez, que s'il a été condamné, c'est parce qu'il a été mal défendu, par vous. Oui. Écoutez, ça, quand on veut défendre une décision de justice, on met tout sur le dos de l'avocat.
Mais quand les juges de Los Angeles acquittent les 3 flics qui ont lynché un conducteur noir, on ne dit pas s'ils ont été acquittés, c'est la faute de l'avocat. On dit les juges sont racistes. Parce que là, on s'en fout, on dit la vérité. Mais pourquoi ne pas avoir utilisé plutôt votre fameuse stratégie de rupture, c'est-à-dire de remettre en cause la légitimité même du tribunal? Un avocat ne fait pas de la rupture quand le dossier est un dossier qui n'est pas de rupture. Quand je défendais les prisonniers du FLN, c'était un procès de rupture, c'était des procès politiques. Bon. Tandis que dans le cas d'Omar, il y avait dans le dossier suffisamment d'éléments pour plaider simplement devant des jurés et leur dire « mais voyons, il n'y a rien ». Et essayer de convaincre les jurés et donc ne pas faire d'incident, mais discuter simplement, calmement du dossier. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette stratégie qu'on appelle de connivence, c'est-à-dire discuter du dossier simplement. Omar Haddad, c'est l'affaire Dreyfus pour vous? C'est pas tout à fait l'affaire Dreyfus. J'ai évoqué l'affaire Dreyfus, il y a des rapports, il y a des différences aussi. Dans l'affaire Dreyfus, l'opinion était contre Dreyfus. Et Dreyfus et ses amis ont dû se battre 12 ans pour faire admettre son innocence. Dans le cas d'Omar Haddad, ce qui est bien, c'est que l'opinion est de son côté. 48 heures après, 65% des Français pensent que le procès n'a pas été équitable. Donc voilà une différence. C'est l'attitude de l'opinion. Maintenant, dans la cour d'assises même, si j'en crois le journal VSD, à qui des jurés se sont confiés, 5 jurés sur 9, c'est-à-dire la majorité, étaient pour son acquittement. Et c'est le président qui, pendant 7 heures, les a travaillés jusqu'à en faire craquer 2. Pourquoi? Pourquoi? Le président a des préventions contre les Arabes. Qu'est-ce qui vous permet de dire une chose pareille? Eh bien, les phrases qu'il a dites au cours du procès. Quand la femme d'Omar Haddad dit « Omar ne ferait pas de mal à une mouche », par une fine allusion au sacrifice du mouton pour la fête de l'Aïd el-Kébir, il a répondu « Oui, mais il égorge les moutons ». Alors que c'est pas vrai. D'abord, égorger les moutons est un rite religieux. Et deuxièmement, Omar Haddad n'a jamais égorgé de moutons. Mais là, par cette fine réflexion concernant un accusé musulman et maghrébin, il essayait de soulever le racisme et la peur de l'autre. Enfin, quand on a essayé pour salir Omar Haddad de prétendre qu'il avait eu des rapports avec des prostituées, ce qui a été un échec. Mais le président en a profité pour dire à sa femme « Mais c'est interdit par le Coran ». Or, est-ce que le président aurait dit à un accusé français, breton ou auvergnat, qui trompe sa femme, que c'est interdit par l'Évangile? Naturellement, il n'aurait pas dit cela. Donc, il y a là des réflexions qui tendent à rejeter Omar Haddad comme un autre, comme un étranger, capable de tout. Alors, vous défendez aussi Jean Hélène dans une autre affaire, qui est plus mondaine, contre la directrice du Monde des Livres, Josiane Savigno. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean Hélène? Il y a un contentieux entre eux. Il y a eu des campagnes de Monde contre Jean Edernalier, et à la fin, Jean Edernalier s'est mis à attribuer des noms d'oiseaux à la responsable du Monde des Livres. Il a dit, entre autres, qu'elle avait, je cite les phrases qu'il a dites, qu'elle avait le clitoris querelleur. Bon. Elle l'a attaqué pour ça? Et que son entrecuisse sentait le lisier. Qu'elle avait des cuisses de grenouille, celluliteuses et grenues. Et il a fait allusion à des vacances qu'elle avait prises dans l'île d'Oléron avec une autre dame. Et moi, j'ai répondu, mais écoutez, vous l'accusez d'homosexualité dans un de vos articles, d'ailleurs, c'est pas vrai. Lui vous accuse d'homosexualité, vous êtes quitte. Vous, d'une manière assez plate et vulgaire, vous dites que son ouvrage est nauséabond et sans mauvais. Lui, d'une manière plus littéraire, dit que vous sentez le lisier. Je ne vois pas du tout où est la différence, sauf dans le talent et le style. Enfin, clitoris, querelleur, je m'interroge. J'ai interrogé des gynécologues. Aucun gynécologue n'a jamais vu un clitoris querelleur. Mais quant à faire, je ne pense pas que ce soit une critique ni une injure. L'injure aurait été de dire qu'elle avait un clitoris mou. Bon, ce n'est pas le cas. Et qu'à ce moment-là, donc, c'est une fausse querelle qu'on lui cherchait. On a des photos du clitoris ou pas? Bien sûr, tout le monde a droit à un avocat, même Klaus Barbie. Mais là, il se trouve que c'était vous. Et ça vous a été beaucoup reproché. Ça vous a coûté cher d'avoir défendu Barbie? Ça m'a coûté cher, non, ça m'a rapporté beaucoup d'injures. Ça m'a valu la considération de beaucoup de gens assez inattendus.
des gens qui, sur le moment, certainement, ont dû se dire « c'est pas bien ce qu'il fait », et qui ensuite, quand ils ont eu à se défendre, ont dit « finalement, c'est lui qu'on va prendre, parce que, quel que soit son client, il se bat pour eux, et il n'est pas poltron. » Donc, finalement, l'effet a été bénéfique. C'est vrai que ça vous a coûté une série sur TF1 ? Oui, je sais. Vous le savez ? Je le sais. J'avais signé un contrat, tout était prêt, et puis le contrat a été annulé. Pourquoi pas avoir défendu Touvier ? Il a droit à un avocat, lui aussi. Écoutez, parce que c'est pas l'avocat qui choisit le client, c'est le client qui choisit l'avocat. Et puis, donc, Touvier ne m'a pas choisi, il a choisi Maître Trémollet de Villers, qui est un excellent avocat. Et puis, en plus, je ne veux pas en faire une spécialité non plus. Vous auriez, surtout que vous êtes illustré dans des tas de causes, vous auriez plaidé la même chose que Trémollet de Villers ? En France, il existe 2 principes fondamentaux qui datent de la nuit des temps. L'un, c'est au bout d'un certain temps, on ne poursuit plus les crimes, dans un but d'apaisement social. L'autre, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, on ne peut pas appliquer à des faits passés une loi qui leur est postérieure. Vous vous rendez compte à quel point ça serait terrible. On poursuivrait dans 5 ans, en vertu d'une loi qu'on prendrait dans 5 ans, des gens qui sont avortés aujourd'hui et qui le font légalement. C'est pas possible. Ça crée une trop grande instabilité. On ne sait plus où est la loi. Ces 2 principes, on renonce à ces principes pour faire ce genre de procès. Est-ce que condamner Touvier valait la peine de renoncer à ces 2 principes essentiels? Je crois qu'on peut en discuter. Je vais vous citer quelques clients célèbres. Vous allez me dire si vous les auriez défendus, puis peut-être quelle défense vous auriez adoptée. Louis XVI. J'ai défendu Louis XVI un jour à la télé. Quelle défense avez-vous adoptée? La défense que j'avais adoptée, c'est de dire aux conventionnels, j'admire beaucoup Saint-Just et Robespierre, mais de leur dire, écoutez, c'est pas une manière de régler les problèmes politiques que de couper le cou à l'adversaire. Parce qu'il arrive un jour où d'autres adversaires vous coupent le cou. Ce qui est arrivé. Et c'est arrivé. Staline, bien sûr, parce que plus l'accusation est grave, plus la défense est intéressante. Vous auriez plaidé quoi pour défendre Staline? J'aurais dit aux gens qui le poursuivent, si il n'avait pas mené la guerre contre Hitler, où seriez-vous aujourd'hui? Et Hitler, justement, vous l'auriez défendu? S'il avait été d'accord avec mon système de défense. Qui aurait été quoi? Qui aurait été que Hitler est né dans une société allemande, humiliée par le traité de Versailles. Le traité de Versailles a été très injuste envers les Allemands. Et les réparations qu'on a exigées aussi. Et cela a provoqué une grande frustration chez les Allemands. Et c'est sur la base de cette frustration qu'il y a eu une réaction nationaliste qui a amené Hitler. Ça n'aurait peut-être pas marché, ça. Mais aucune de ces défenses n'aurait marché. C'est des affaires jugées d'avance. Dreyfus? Oui. Dreyfus, forcément. Et Landru? Mais Landru, bien sûr. Bonsoir, monsieur Ardisson. Je suis ému de constater que 70 ans après ma condamnation à mort, on ne m'oublie pas. Bah non, pas du tout. Vous voulez nous rejoindre? Les portes du pénitencier, bientôt. Ça va. Asseyez-vous, monsieur Landru. Je présente Jacques Vergès, monsieur Landru. Asseyez-vous. Maître Jacques Vergès, un avocat très, très fameux à notre époque. Vous pouvez vous présenter, Landru? Henri Désiré Landru, 52 ans. À mon actif, plus de 300 conquêtes féminines. Et à mon passif, seulement quelques petits crimes. Enfin, vous avez quand même découpé 10 femmes en morceaux, vous les avez brûlées dans votre chaudière. Et un jeune garçon. Soyez précis, monsieur Ardisson. Je suis maniaque, vous le savez bien. Dommage que vous n'ayez pas été là. Vous auriez certainement été un très bon défenseur. Mais, à propos, auriez-vous accepté? Sûrement. Alors, comme vous savez, on a retrouvé dans mon jardin des os calcinés, des dents et surtout un carnet sur lequel je notais les frais de voyage de mes victimes. Oh, seulement des allées simples. Alors, qu'auriez-vous plaidé? Coupable ou innocent? Eh bien, écoutez, vous aviez à votre procès le comportement d'un innocent. J'aurais plaidé l'innocence. D'autres personnes qui sont innocentes ont des comportements de coupables, paraît-il, sont gênées dans leur défense.
Mais vous étiez très habile. Vous aviez une défense d'innocent. Vous étiez convaincant. La présence d'ossements dans votre jardin ne prouvait rien, finalement. Et les billets simples signifiaient simplement que les belles restaient chez vous pour faire la grasse matinée pendant que vous rentriez à Paris. Vous êtes rassuré? Oui, ça ne m'étonne pas. Nous, on ne met pas les gens dans des chaudières, on les dématérialise ici. Mettez-vous bien au fond de votre fauteuil. Fermez les yeux. Alors, Jacques Vergès, c'est la première fois que vous rencontrez Landru. Oui, en chair et en os, oui, grâce à vous. Est-ce que vous pensez que vous êtes le meilleur avocat de France? Non, sûrement pas. Ce que je voudrais qu'on dise de moi, c'est que j'ai apporté quelque chose de nouveau et que je ne suis pas comme les autres. C'est assez sûr. Alors je suis complet. Pendant de nombreuses années, vous avez disparu. On vous a posé de nombreuses fois la question. Vous n'avez jamais répondu. Je ne pense pas que vous allez me répondre ce soir. Vous avez été dématérialisé pendant quelques années. Oui. Donc je vais vous dématérialiser à mon tour. Vous êtes d'accord? Parfaitement. Mettez-vous bien au fond du fauteuil. Fermez les yeux. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.